Le 6 septembre 2025, on essaime de plus de 400 drones commerciaux modifiés, fend l'aube du Sahel et renverse pour quelques milliers d'euros des colonnes qui coûtaient des millions. En quelques jours, 17 villes se retrouvent encerclées et plus de 4 millions de civils piégés dans un siège sans ligne de front. Comment, dans ce vertige de chiffres contradictoires, Ibrahim Traoré peut-il encore prétendre défendre un État exsangue face à une guerre low cost, mais d'une précision clinique? Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse de loin le sort d'une seule capitale. Dans les 60 jours qui suivent, la survie du Burkina Faso se résume à une équation brutale. Transformer le désespoir en cohésion ou accepter l'effondrement progressif d'un pays déjà vidé par 3 années de blocus au nord. Ce récit propose de suivre pas à pas la mécanique de ce basculement, des premiers bombardements téléopérés près de Dogo-Ségou jusqu'aux corridors humanitaires clandestins qui tentent de contourner l'étau. Il ne s'agit pas seulement de Burkina Faso News, mais d'une radiographie de la première guerre de drones bon marché sur le continent, où chaque plateforme de 3400 € peut neutraliser un convoi à 30 km. En retraçant les chiffres clés, les décisions militaires et les gestes anonymes, on mesure ce que valent en pratique les mots-clés Ibrahim Traoré Burkina Faso lorsqu'ils cessent d'être des étiquettes médiatiques pour devenir une question de survie quotidienne. À la fin, la véritable mise en jeu est simple. Un pays peut-il rester souverain quand tout, des finances à l'oxygène humanitaire, semble compter à rebours? La première révélation est la suivante. En moins de 24 heures, les services burkinabés tracent l'ADN technologique de l'attaque jusqu'à la garde révolutionnaire iranienne. La deuxième révélation est la suivante. Ce premier bombardement téléopéré du Sahel, lancé à 67 km de la frontière, montre que le coût d'entrée dans la guerre aérienne vient de chuter sous la barre symbolique des 300-400 € par appareil. À partir de là, toute la grammaire stratégique du Burkina Faso bascule. Depuis 3 ans, le nord du pays vit sous blocus. 17 villes, de Siba à Dori en passant par Fadagourma, survivent sans médicaments ni carburant, avec des hôpitaux vides et des champs abandonnés. Djibo devient le symbole de cette asphyxie. 600-800 civils y sont pris au piège, aucun ravitaillement n'y étant entré depuis 2022. L'essaim de drones qui surgit le 6 septembre 2025 ne fait qu'officialiser une réalité déjà à l'œuvre. Le Sahel est devenu un laboratoire de guerre asymétrique où les frontières se dissolvent et où la supériorité en blindés ou en chasseurs ne garantit plus rien. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un paradoxe. Chaque innovation adverse réduit sa marge de manœuvre, mais chaque riposte l'épuise financièrement un peu plus. Le pays est progressivement transformé en économie de siège, avec des réserves de devises limitées et une dette qui culmine à 7 milliards de dollars, soit 70% du PIB. Pourtant, l'État continue de collecter du renseignement, de donner des ordres, de se présenter comme la voix d'une population que les chiffres ne savent plus décrire. C'est sur cette ligne de crête, entre effritement et résistance, que commence la vraie histoire. Tout s'accélère à l'aube du 7 septembre 2025. Les premières frappes de précision s'abattent sur l'aéroport international, le complexe présidentiel et plusieurs dépôts logistiques, illuminant le ciel de fulgurances silencieuses suivies d'explosions brèves mais chirurgicales. Les images satellites confirment qu'une opération coordonnée de grande ampleur est en cours. Derrière ces cartes et ces tableaux de bord, un maillage humain se met en place. Au quartier général, des officiers burkinabés tentent de recomposer une ligne de défense avec ce qui reste de moyens. Batteries anti-drones chinoises, conseillers russes spécialisés dans le brouillage et réseaux de communication d'urgence bricolés à partir de satellites prêtés et de relais portatifs. Sur le terrain, des figures moins visibles deviennent des personnages clés. À Ouagadougou, des enseignants transforment des écoles en dépôts de vivres pour contourner les ruptures d'approvisionnement. À Kaya, des médecins militaires improvisent des cliniques sous tente pour empêcher la propagation de maladies évitables. Chaque geste peut paraître dérisoire, mais l'ensemble dessine un début de réponse à la guerre portable que décrivent, de loin, les médias sous l'étiquette Burkina Faso News.
En quelques jours, on voit déjà l'impact de cette réorganisation d'urgence. Des convois réussissent à franchir des routes minées, des quartiers entiers s'organisent en cellules de veille, et les premiers ateliers clandestins de drones défensifs apparaissent à la périphérie des villes. Ce sont ces trajectoires individuelles, souvent anonymes, qui serviront de fil conducteur pour comprendre la suite. La phase de déclenchement commence lorsque les analyses confirment que l'attaque n'est pas un incident isolé, mais le prélude à une campagne de frappe téléopérée. Le 7 septembre, les autorités décrètent la loi martiale dans 12 provinces, réquisitionnent tous les hommes de 18 à 45 ans et déclenchent la plus grande opération militaire de l'histoire récente du pays. Des batteries anti-drones sont déployées autour des infrastructures vitales, tandis que les premiers détachements conseillés par des instructeurs russes prennent position dans les zones urbaines les plus exposées. Le point culminant se produit lorsque les attaques se multiplient. 40 frappes en 3 jours, concentrées sur les points de communication, les nœuds de logistique et certains symboles de la souveraineté étatique. Jibo résiste sous encerclement. Dori et Fadagourma se transforment en citadelles de fortune, abritant civils et miliciens. Au centre, Ouagadougou convertit ses stades en centres logistiques et certains établissements scolaires en abris. Les Maliens mobilisent entre 300 et 4000 soldats et 67 blindés pour sécuriser leurs frontières. Le Niger en engage 8000 et le Tchad envoie 200 soldats d'élite pour protéger personnellement le chef de l'État. Dans cette phase, la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Son allocution du 7 septembre, diffusée à grande échelle, fixe le ton, reconnaître la plus grave menace depuis l'indépendance, tout en martelant que la cohésion populaire reste le premier rempart. Sur les ondes, un mot d'ordre résonne. Résister, reconstruire, respirer. Parallèlement, les insurgés ouvrent le front informationnel en diffusant des vidéos de leurs frappes, espérant briser le moral d'une jeunesse déjà éprouvée par des années de crise. Les répliques se mesurent dans les semaines qui suivent. Les réserves de carburant fondent, les convois humanitaires atteignent à peine 30% des destinations prévues et le blocus de Jibo s'étend aux villages voisins. Les chiffres humanitaires deviennent les marqueurs les plus éloquents. 82 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, 2,7 millions de déplacés internes, 23 travailleurs humanitaires tués et 67 enlevés. Pourtant, la résistance ne s'effondre pas. Des milliers de jeunes rejoignent les volontaires pour la défense de la patrie, des collectifs de femmes fabriquent des rations d'urgence pour les garnisons, et une mobilisation numérique inédite commence à émerger. Le pays encaisse le choc, mais ne rompt pas. Pour prendre la mesure du séisme, il faut regarder la baseline d'avant-siège et la delta imposée par la guerre de drones. En moins d'un an, la production agricole du Burkina Faso s'est effondrée de 60%. Les exportations de coton ont chuté de 89% et 67% des structures de santé du Nord et de l'Est ont fermé. 3 chiffres, 3 angles d'attaque. La nourriture, la devise, le soin. Chacun raconte un pan de la même histoire, un pays où les champs sont abandonnés, les réserves de change épuisées et les hôpitaux de campagne débordés. Sur le plan budgétaire, l'hémorragie est tout aussi claire. Les recettes de l'État pour 2025 ont diminué de 67% par rapport à 2022, tandis que 89% du budget sont désormais absorbés par les dépenses militaires. Cela signifie que pour chaque unité de ressources publiques, à peine une fraction marginale reste disponible pour l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. L'endettement extérieur atteint 7 milliards de dollars, soit 78% du PIB, rendant chaque nouvel emprunt plus risqué, plus conditionnel, plus intrusif. Ce n'est plus seulement une ligne dans un rapport. C'est la traduction financière d'une guerre totale menée avec des moyens d'une économie en état de choc. Dans la vie quotidienne, ces pourcentages se transforment en rationnement. Les prix alimentaires bondissent de 134%, l'inflation globale atteint 60%, puis 68%, et 89% de la population se retrouve sous le seuil de pauvreté. Concrètement, cela se traduit par des marchés alimentés par le troc, de la farine coupée pour continuer à faire du pain, des lits d'hôpital partagés et des familles entières vivant avec une seule source de revenus intermittente. Les écoles se vident pour devenir des entrepôts, des cliniques improvisées fonctionnent sans anesthésie, et la communication militaire repose sur des terminaux civils bricolés.
Ces chiffres, mis bout à bout, montrent que la question ne se limite pas à savoir si l'armée tient ses positions. Il s'agit de déterminer si une société peut continuer à fonctionner quand l'essentiel de sa richesse est englouti par un conflit que le pays n'a pas choisi mais qu'il ne peut plus éviter. Dans ce contexte, chaque pourcentage perdu ou gagné vaut une vie supplémentaire protégée, un champ remis en culture, un couloir humanitaire ouvert, même de façon clandestine. Deux lectures opposées s'affrontent autour du rôle d'Ibrahim Traoré dans cette séquence. La première, portée par plusieurs chancelleries occidentales, considère que le chef de l'État a enfermé son pays dans une logique militarisée qui sacrifie la diplomatie à court terme pour un pari risqué sur des alliances extérieures. Dans cette perspective, la dépendance envers Moscou et Pékin, illustrée par la présence d'environ 15 000 soldats formés au Mali, de 200 mercenaires africains et de systèmes anti-drones chinois, serait le signe d'une souveraineté affaiblie plutôt que renforcée. Le pouvoir se durcirait, la marge de négociation se réduirait et la spirale sécuritaire deviendrait auto-entretenue. La seconde lecture, plus ancrée dans le Sahel, voit dans cette rupture une forme d'affirmation stratégique. Selon ses défenseurs, le Burkina Faso n'a pas reçu d'alternative crédible des institutions régionales depuis sa suspension par la CEDEAO. Face à une guerre hybride où les drones remplacent les diplomates, refuser les schémas imposés de l'extérieur serait moins un repli qu'un choix pragmatique pour éviter la capitulation. L'argument clé est simple. Sans ces partenariats, la capitale aurait pu tomber dès septembre et aucune armée sahélienne n'aurait pu résister à une telle intensité de conflits asymétriques. La réponse la plus solide se trouve probablement entre les deux. Les données confirment que l'appui russe et chinois a contribué à retarder un effondrement qui semblait imminent, mais elles montrent aussi que ces soutiens n'ont pas suffi à restaurer la stabilité. Autrement dit, Ibrahim Traoré incarne un paradoxe stratégique, dépendre de nouveaux partenaires pour mieux tenter de s'émanciper. La question n'est pas de trancher moralement, mais de mesurer si ce pari peut, à terme, offrir autre chose qu'une survie sous perfusion. Au milieu du siège, un autre front s'ouvre. Alors que les drones dominent le ciel, une résistance numérique émerge, portée par une jeunesse qui refuse de laisser le récit lui échapper. En 2 semaines, plus de 4 millions de messages sont diffusés en ligne pour neutraliser la propagande djihadiste et dénoncer les ingérences étrangères. Un mot-clé devient cri de ralliement et transforme les fils de discussion en place publique virtuelle. Ibrahim Traoré comprend rapidement l'enjeu de cette mutation. Une cellule de veille civique est créée pour relier collectifs d'étudiants, journalistes indépendants et ingénieurs locaux. L'objectif n'est pas de contrôler l'opinion, mais de transformer une colère diffuse en coordination concrète, partager des cartes satellites, signaler des convois humanitaires, documenter les frappes, déjouer les rumeurs. Ce soulèvement invisible agit comme un bouclier social complémentaire aux défenses matérielles. Il rappelle que la souveraineté ne se joue pas uniquement dans les tranchées ou les salles de crise, mais aussi dans la capacité d'un pays à raconter sa propre guerre, pixel par pixel. Pour les ménages ordinaires, la guerre se traduit d'abord par le quotidien. À Ouagadougou, les boulangers continuent de cuire du pain avec la moitié de la farine habituelle, adaptant les recettes pour que les familles puissent encore partager un repas. Dans les quartiers périphériques, les habitants rationnent l'eau, coupent l'électricité par plage pour économiser le carburant des générateurs et improvisent des potagers de survie sur les parcelles vides. La hausse de 134% des prix alimentaires n'est plus une statistique, mais une file d'attente plus longue devant chaque étal. Pour les acteurs économiques, le choc est tout aussi concret. Avec l'effondrement de 68% de la production agricole, de 89% du coton et de 60% de l'élevage, une grande partie du tissu productif se retrouve à l'arrêt. Les marchés se réorganisent autour du troc, les circuits de distribution traditionnels laissent place à des réseaux communautaires et une économie circulaire de nécessité s'installe. Certains ateliers, détournés de leurs usages initiaux, se mettent à assembler des drones défensifs ou à réparer des équipements communication à partir de pièces de récupération. Les entreprises qui survivent ne cherchent plus la croissance, mais la continuité minimale. Pour la diaspora et les réseaux transnationaux, le conflit devient un test de solidarité. Des jeunes médecins formés à l'étranger reviennent soigner dans les zones rouges, des collectifs d'ingénieurs
conçoivent des solutions low-tech pour sécuriser les communications et les campagnes en ligne permettent de lever des fonds pour l'effort civil. Sous le hashtag qui rassemble les soutiens, les mots-clés Ibrahim Traoré Burkina Faso et Ibrahim Traoré Interview ne désignent plus un personnage lointain, mais un point de convergence pour ceux qui veulent comprendre ce qui se joue réellement au Sahel. Au niveau régional, les conséquences dépassent de loin les frontières burkinabées. Le Mali déploie 15 000 hommes pour contenir les incursions, le Niger renforce ses propres alliances russes, le Tchad stationne 200 soldats d'élite autour de la présidence. L'ombre de l'Iran plane sur le laboratoire de guerre asymétrique, tandis que Chine et Russie ajustent leur influence face à un Occident divisé. Dans ce maillage de force, Ibrahim Traoré devient l'axe d'une équation plus large. Si Ouagadougou venait à tomber, l'onde de choc idéologique pourrait toucher jusqu'à 200 millions d'Africains de l'Ouest. Les enjeux dépassent largement la seule carte du Burkina. À court et moyen terme, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Le scénario de base imagine un siège qui s'atténue sans disparaître. L'armée consolide ses positions. Les alliés russes et chinois maintiennent leur soutien sans l'amplifier et l'aide humanitaire s'accélère sous supervision africaine. Dans cette configuration, l'État reprend progressivement le contrôle de certaines portions de la frontière nord, les marchés rouvrent de manière intermittente et quelques écoles réaccueillent des élèves. La croissance reste négative, mais l'effondrement est contenu. Le scénario optimiste repose sur une percée diplomatique régionale. Des alliances renouvelées aboutissent à l'ouverture d'un corridor humanitaire permanent, permettant la reprise partielle des importations et le redémarrage de la production agricole. Le programme de souveraineté productive se déploie, réhabilitation de 200 000 hectares, circuits courts, énergie locale. La CEDEAO, contrainte par les faits, finit par reconnaître la légitimité du régime de transition. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso se présente comme un modèle de résilience endogène, un laboratoire de reconquête sans tutelle étrangère directe. Le scénario sombre envisage au contraire une pression économique qui finit par fissurer la cohésion interne. L'armée s'épuise, les groupes insurgés multiplient les frappes, les soutiens étrangers réduisent leur aide, craignant une régionalisation incontrôlable du conflit. Si Ouagadougou venait à tomber, le Sahel pourrait se fragmenter en archipel d'émirats sous influence iranienne, avec une crise humanitaire d'ampleur continentale. Dans ces 3 configurations, un même principe s'impose. La capacité à coordonner défense, diplomatie et développement sans sacrifier la souveraineté sera le facteur décisif, bien plus que la seule quantité de matériel militaire déployé. Au-delà des cartes et des rapports, la guerre au Burkina Faso parle à plusieurs cercles d'audience. Pour les jeunes Africains, d'abord, elle fonctionne comme un miroir. Voir des étudiants programmer des drones défensifs sur des ordinateurs de seconde main, des collectifs numériques contrer la propagande en temps réel, c'est découvrir que la souveraineté peut aussi se jouer dans le code et la coordination civique. Loin des studios de télévision, ce sont souvent eux qui donnent un contenu concret aux grandes déclarations. Pour les citoyens d'autres régions en crise ensuite, ce récit rappelle que l'effondrement n'est jamais abstrait. Une inflation de 60% se traduit dans choix impossibles entre médicaments et nourriture. Une école fermée devient un entrepôt où l'on stocke des sacs de farine. Un hôpital improvisé fonctionne sans anesthésie. Chaque fois que l'opinion se lasse du fil d'actualité Burkina Faso News, ce sont ces bascules de la vie ordinaire qui disparaissent du champ de vision. Enfin, pour les observateurs étrangers, qu'ils soient diplomates, chercheurs ou simples lecteurs, cette séquence offre une leçon d'humilité. Derrière les chiffres se cachent des visages, des mains qui réparent, des voix qui documentent. La question implicite est simple. Que ferions-nous si nos propres villes devenaient des gibots sous blocus, si nos enfants voyaient leurs écoles transformées en abris? Cette interrogation ne vise pas à culpabiliser, mais à rappeler que la solidarité la plus utile commence souvent par le refus d'ignorer ce qui se joue ailleurs. Dans ce paysage fragmenté, les réponses ne peuvent être qu'étagées. La première étape consiste à stabiliser le territoire. Cela passe par un maillage mixte militaire et communautaire dans les provinces du Nord. Chaque localité libérée doit devenir un point d'ancrage où convergent défense locale, couloirs humanitaires et reprise minimale de l'activité économique.
La deuxième étape consiste à relancer la production vitale grâce à un programme de souveraineté agricole ciblé. Réhabilitation de 200 000 hectares, semences locales, circuits de distribution sécurisés, même partiels. La troisième étape consiste à reconstruire les infrastructures essentielles avec des partenariats choisis. Les accords avec la Chine, le Nigeria ou d'autres voisins peuvent viser la remise en service de 67% des routes principales et de 45% des réseaux électriques d'ici 2026, en évitant de transformer chaque chantier en instrument de dépendance. Quatrième étape, consolider le front numérique africain né de la résistance en ligne, protéger les données, contrer la propagande, amplifier les témoignages fiables. Enfin, cinquième étape, rouvrir la diplomatie sur de nouvelles bases, en invitant les États africains à bâtir une alliance de souveraineté coopérative où défense et développement avancent de pair. Pour Ibrahim Traoré et son équipe, cette feuille de route n'est pas un slogan, mais une grille d'organisation possible. Son efficacité dépendra de la capacité du triangle État, société, jeunesse à rester soudé malgré la fatigue, la pénurie et les divergences de stratégie. Si ce lien tient, le redressement devient un horizon, et non plus seulement une promesse. Lorsque le crépuscule tombe sur Ouagadougou et que le bruit des drones s'éloigne un instant, l'image qui reste n'est pas celle d'un convoi blindé, mais celle d'une ampoule vacillante dans une école ravagée, transformée en centre de soins. Des étudiants l'ont relié à un générateur de fortune pour pouvoir continuer à soigner, à charger des radios, à éclairer quelques mètres carrés de nuit. C'est là que la guerre prend un visage, dans cette lumière fragile qui refuse de s'éteindre. Ibrahim Traoré réapparaît, parfois brièvement, à la télévision nationale. Il ne promet plus la victoire, mais la continuité. Nous avons connu la faim, la peur, la perte, mais notre force vient de nos liens. Ce rappel, sobre et grave, fait écho à la phrase d'un jeune volontaire. Tant qu'il reste une ampoule, il reste une nation. L'histoire du Burkina Faso n'est pas celle d'un pays sauvé, mais celle d'un pays qui tient encore. Dans ce tenir, malgré les chiffres et les scénarios, réside le cœur de cette guerre. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse les cartes d'état-major et les graphiques économiques. C'est un combat pour que la dignité ne soit pas la variable d'ajustement d'une guerre technologique à bas coût. Pour celles et ceux qui regardent de loin, la question n'est pas seulement de compatir, mais de décider ce qu'ils font de ce qu'ils savent. Parler de cette histoire, l'enseigner, la documenter cet été, c'est déjà prolonger une forme de résistance. Soutenir le Burkina Faso, ce n'est pas se substituer à lui, c'est défendre l'idée qu'aucune nation ne devrait se battre seule pour exister. Avant de faire défiler l'écran, chacun peut se demander quelle valeur aurait notre propre liberté si nous acceptions que d'autres la perdent dans l'indifférence générale. La suite de ce récit ne se joue pas seulement dans les bunkers ou les couloirs diplomatiques, mais aussi dans la façon dont nous choisissons, ou non, de laisser cette guerre disparaître du champ de notre attention.